ce qu'il y ait une implication beaucoup plus étroite des élus locaux et des collectivités territoriales, surtout en ce qui concerne l'identification des besoins au niveau des districts et au niveau des régions médicales. Cela est d'autant plus important qu'on a un besoin de croiser nos besoins avec aujourd'hui les matrices de réalisation au niveau de ces collectivités territoriales. Peut-être qu'on est en train de planifier des interventions ou des infrastructures à mettre en œuvre que déjà les collectivités territoriales sont en train de prendre en charge parce qu'ils ont aussi d'autres canaux pour réaliser des projets. Il y a la coopération décentralisée, mais ils peuvent aussi avoir d'autres mécanismes. Donc il faut qu'il y ait un croisement des matrices des besoins, des matrices de réalisation entre le secteur de la santé et de l'action sociale et les collectivités territoriales. Deuxième point qui est, à mon avis, important, il va falloir que dans les RAC, qu'on arrive aussi à évaluer la part de la contribution des collectivités territoriales. C'est qu'il y a la contribution des populations. Mais cette contribution des collectivités territoriales, la contribution aussi des partenaires techniques et financiers dans les performances de nos indicateurs, c'est bien de les mettre. Parce que ça nous permettra de nous situer, nous, par rapport au budget national aussi. Parce que si on dit qu'il faudrait augmenter les contributions ou augmenter les investissements, il est aussi bien de connaître quels sont les apports globalement par rapport à ces différents segments qui travaillent aussi dans le secteur de la santé, notamment les collectivités territoriales et les partenaires au développement. Un troisième point qui va aider le secteur de la santé, c'est la digitalisation. Et c'est un processus qu'il faudrait soutenir et qu'il faudrait accélérer parce que ça permettra de régler une bonne partie des problèmes qu'on est en train de soulever aujourd'hui, y compris la performance financière des établissements publics de santé, sans parler des centres de santé ou des postes de santé. Un autre point important, c'est de voir aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, on a vu que l'USAID a été supprimé, que les États-Unis sont en train de se retirer, que l'OMS traverse des difficultés. Il va falloir travailler à rationaliser et à optimiser l'utilisation des ressources allouées par l'État, les collectivités territoriales, mais également les partenaires au développement, pour qu'on puisse mieux répondre à cette exigence d'équité, mais aussi d'efficience dans l'utilisation des ressources. Un autre élément est en rapport avec la couverture sanitaire universelle. Au Sénégal, certes, le premier pilier est bien assuré. Le premier pilier, c'est tout ce qui est accès à des services de santé de qualité. C'est que ça, on n'a pas trop de difficultés. Mais les difficultés se situent au niveau du pilier 2, pour tout ce qui est gestion des risques liés à la maladie, où on a un système d'assurance qui est quand même aujourd'hui peut-être couvre que la moitié de la population. Mais l'autre problème, c'est le pilier 3. Ça veut dire comment aujourd'hui on peut renforcer la partie concernant une action sur les déterminants de santé. Parce que c'est tous ces 3 piliers qui contribuent aujourd'hui à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Quand on va faire la comptabilité des indicateurs qu'on doit transmettre à l'OMS, sur le pilier 1, on n'aura pas de problème. Mais sur le pilier 2 et sur le pilier 3, on va voir qu'on traîne encore. Et j'insiste à ce qu'on puisse renforcer ces 2 piliers-là, qu'on puisse travailler pour que les indicateurs de performance dans ce domaine-là soient améliorés davantage. Un autre commentaire, une autre recommandation est relative à l'approche aujourd'hui pour le secteur de la santé. Il faut qu'on aille vers une approche beaucoup plus holistique, une approche multisectorielle, qui va aider à régler aussi le problème de la couverture sanitaire universelle
une approche de la santé publique et de l'action sociale en essayant de matérialiser concrètement ce qu'on appelle le compact santé. Parce que je pense que c'est un très bon outil qui a été élaboré, mais aujourd'hui, il faut qu'on trouve les moyens et qu'on puisse avoir une meilleure approche, plus inclusive, pour qu'on puisse le mettre en œuvre effectivement. En essayant aussi d'adjoindre une action sur la santé dans toutes les politiques. Parce que s'il y a le compact, si on développe cette approche santé dans toutes les politiques, je pense qu'on arrivera en même temps à régler ces problèmes qu'on a au niveau qui est relatif aux deux piliers au niveau de la couverture sanitaire universelle. Une question importante aussi a été soulevée par rapport à la place du citoyen. Je pense que c'est important aujourd'hui et il y a beaucoup de plaintes, comme l'a dit l'honorable député. Ce serait bien aujourd'hui qu'on évalue l'impact de la politique de santé, surtout au niveau santé de référence, sur aujourd'hui les citoyens, et de voir un peu quelle est la perception du citoyen par rapport à la qualité du service qui est délivré. Et ne pas faire la confusion entre accessibilité et satisfaction. Les structures peuvent être bien accessibles, le service peut être bien disponible, mais que le citoyen ou l'usager ne soit jamais satisfait parce qu'il y a d'autres barrières qui empêchent cette satisfaction. Et on a besoin de les comprendre parce que c'est des déterminants du recours aux soins qu'il faudrait aussi adresser. Un vœu pieux, c'est qu'on puisse faire de la santé et de l'action sociale l'un des secteurs qui contribue le plus au développement du capital humain de qualité et aussi à l'équité sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'agenda national de transformation, nous sommes logés dans cet axe 2 qui adresse la question du capital humain de qualité et de l'équité sociale, où il y a l'éducation, il y a l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'agriculture. Donc aujourd'hui, dans les secteurs contributeurs par rapport à ce capital humain, ce serait bien que ce soit la santé qui est le plus visible et qui soit le plus mis en avant. Et ça, on pourra le réaliser si on arrive à atteindre surtout nos objectifs en termes de couverture sanitaire universelle. Autre question qui interpelle, à laquelle j'ai été beaucoup interpellé, c'est le taux de mortalité dans nos structures de santé, surtout dans les établissements publics de santé. Mais ce n'est pas la mortalité en tant que telle qui pose problème, c'est les heures de mortalité qui posent problème. J'ai eu 3 ou 4 interpellations de gens qui me disent qu'on a constaté que les décès sont plus importants entre 19h jusqu'à 6h du matin. Donc ça interpelle, il faut qu'on se pose des questions et il faut qu'on regarde cette question-là. Parce que si les populations vont jusqu'à faire un constat et qu'il y ait souvent des remontées d'informations, des gens qui vont jusqu'à écrire, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on se pense sur ce problème sérieux et qu'on voit les mesures correctives à apporter. Si c'est des problèmes de dysfonctionnement dans les structures de santé, qu'on le dise et qu'on essaie de trouver des solutions, parce que c'est des citoyens aussi, c'est la vie des citoyens qui est en jeu. Il y a aussi un point que je voudrais partager, qui est en cours, c'est les résultats de l'audit du personnel et de la masse salariale du ministère de la Santé et de l'Action sociale. On a à ce jour des résultats qu'on est en train de partager avec les établissements, surtout les établissements publics de santé. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a urgence à régler tous ces contrats irréguliers qui ont été décelés. On demande à l'État de faire l'effort de recruter. Mais il faut faire le point pour savoir aujourd'hui réellement sur les contrats valables où on en est, pour qu'on puisse dire comment on va répartir les quotas une fois que les autorités nous accordent un quota pour le recrutement. Parce que si on n'arrive pas à faire le point par rapport à ces contrats, on aura du mal à avoir une base objective pour faire la répartition des recrutements qui sont prévus. Par rapport à l'action sociale, je pense que en vous écoutant,
on semble être dans des paradoxes, mais c'est extrêmement important parce que moi je pense que les paradoxes peuvent aussi aider à dépasser beaucoup de situations. Mais moi, la vision que j'ai par rapport à l'action sociale, elle est très claire. C'est la dimension sociale de la santé ou la dimension socio-médicale de la santé. Ce n'est pas de l'assistanat, je suis entièrement d'accord, mais c'est une dimension qui permet de renforcer la santé des individus, de renforcer la promotion de la santé. Il ne faut pas que ce soit toujours perçu comme quelque chose qui est un système d'assistanat. Et deuxième dimension qui est importante quand on parle de l'action sociale, j'allais dire c'est les deux dimensions, c'est la santé dans l'action sociale dans la santé, mais c'est la réforme, les réformes qu'il faudrait mettre. Parce que les réformes vont aider à renforcer la protection sociale, surtout des groupes vulnérables. Donc moi, je pense qu'il faudra travailler sur ces deux leviers qui me semblent beaucoup plus importants et qui sont beaucoup plus impactants pour le secteur de la santé. Maintenant, je vais terminer par partager encore la nouvelle vision. Parce que c'est important, comme on est là et que c'est la RAC et que tous les acteurs sont là, qu'on puisse avoir la même compréhension de là où nous voulons aller. Donc, dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, nous avons élaboré la nouvelle politique sectorielle de la santé 2025-2029. Et dans cette lettre politique, la nouvelle vision, c'est de voir aujourd'hui comment arriver à un basculement. Un basculement qui va accompagner les problèmes de santé que les Sénégalais sont en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les problèmes liés aux maladies non transmissibles ou bien les problèmes liés aux maladies émergentes ont tendance à prendre le pas sur un peu les maladies infectieuses classiques. Donc il y a la nécessité de non seulement développer la prévention, mais aussi de faire une bonne promotion de la santé. C'est pourquoi aujourd'hui l'approche c'est de voir comment migrer progressivement d'une santé curative qui a beaucoup plus de place à une santé qui va être beaucoup plus préventive. Parce qu'on ne pourra jamais avoir assez de financement, assez d'argent pour financer la prise en charge d'un certain nombre de maladies, surtout les maladies chroniques. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de mettre l'accent sur cette action préventive pour qu'on puisse éviter beaucoup de maladies ou bien beaucoup de décès en amont. Maintenant, par rapport à cette vision, il y a un programme gouvernemental qui a été proposé. Parce que quand on est venu, il y avait un ensemble de priorités qui ont été dégagées par les ministères. Mais toutes ces priorités ne peuvent pas être mises en œuvre en même temps. On a demandé au département ministériel de faire des choix de programmes qu'ils veulent porter. Et c'est ainsi que le ministère de la Santé est en train de porter le programme gouvernemental dénommé couverture sanitaire universelle. Et dans cette couverture sanitaire universelle, on a identifié un certain nombre de priorités. La première priorité, c'est le relèvement du plateau technique médical qui englobe beaucoup de choses. Il y a les ressources humaines, il y a les infrastructures, il y a les équipements, il y a les services d'aide au diagnostic, il y a tout ce qu'on veut. Il y a le médicament, il y a la pharmacie. Deuxième priorité, c'est la relance pharmaceutique. C'est une priorité chez nous au ministère de la Santé, mais il va être lié à un programme gouvernemental qui sera mené par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Mais on aura à exécuter une part de ce projet-là. Troisième priorité, c'est la digitalisation intégrale du dossier patient unique qui va être aussi porté en termes de programme gouvernemental par le ministère des Télécommunications, des Communications et du Numérique. Quatrième priorité, c'est l'assurance maladie ou couverture maladie.
on doit travailler avec le ministère de la Famille et des Solidarités pour que le maximum de Sénégalais puissent avoir aujourd'hui une assurance maladie qui réglera aussi le problème de la prise en charge dont Madame soulevait tantôt. La cinquième priorité, c'est la prévention et la promotion de la santé. Le sixième, c'est la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et la septième priorité, c'est la protection sociale avec l'élargissement surtout de la carte d'égalité des chances. Maintenant, ce sont des priorités. Mais ce sont des priorités qu'il va falloir décliner en projets et en programmes. C'est pourquoi on est aujourd'hui en train de travailler sur un ensemble de portefeuilles de projets, un ensemble de fiches de projets et qu'on partagera avec les acteurs pour que chacun puisse apporter ses inputs et que ça puisse être aussi soumis à d'autres canaux de financement que le financement traditionnel de l'État ou du gouvernement. Parce que vous avez vu que les budgets dont on dispose sont extrêmement limités. Aujourd'hui, nous devons faire preuve d'ingéniosité pour aller chercher l'argent partout en fonction de ces priorités-là et qu'on puisse accroître, multiplier même par 2 ou par 3 les capacités de financement du secteur de la santé au Sénégal. Et je reste convaincu que cela est possible et on mettra en place tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc, il y aura un ensemble de portefeuilles de projets et de programmes aussi à partager qui sont parfaitement bien alignés par rapport à l'aide de politique sectorielle 2025 et 2029. Mais les priorités seulement ne suffisent pas. Il faut des réformes. Si on a un programme gouvernemental, on a des priorités, des projets adossés aux priorités, ils ne marcheront pas s'il n'y a pas de bonnes réformes. Et les réformes, il faudra les mettre en œuvre. Moi, j'ai regardé, depuis que je suis là, les multitudes de réformes qui ont été proposées. Je pense que ce n'est pas ça qui manque. Les Sénégalais réfléchissent très bien. Les Sénégalais sont très intelligents. On a, machallah, de très bonnes idées. On fait de très belles propositions. Mais on a des problèmes pour appliquer et pour mettre en œuvre. Et moi, je pense que tout ce qu'on est en train de faire, si on ne doit pas le mettre en œuvre, ce n'est pas la peine qu'on perde notre temps. Il faut qu'on mette en œuvre. Il faut qu'on apprenne la science de la mise en œuvre. Là, ce que les anglophones appellent science implementation. C'est extrêmement important qu'on l'expérimente ici et qu'on puisse avoir des performances meilleures pour le secteur de la santé. Parce que malgré les efforts qui sont fournis, malgré les réalisations qui ont été faites, mais on a comme l'impression que sur le plan sanitaire, les populations sont quand même un peu dans l'insatisfaction. Et il faut qu'on règle ces problèmes-là le plus rapidement possible. Et cela passera par des réformes. Tout n'est pas question d'argent, mais je pense que la réforme est importante dans le processus, pour accompagner le processus de transformation de notre système de santé et d'action sociale. Mais la conduite du changement aussi, elle est extrêmement importante. Un autre volet qui va accompagner tout ce qu'on vient de dire, réforme, c'est des ressources humaines de qualité et engagées. C'est extrêmement important. Maintenant, je terminerai tout cela par rapport à cette nouvelle vision et par rapport au cadrage pour le ministère de la Santé en parlant d'un système de gouvernance responsable qui est partagé, mais avec une évaluation des performances, une évaluation continue des performances et de l'impact pour qu'on puisse savoir où on était, où on est et là où on va et que cela puisse être partagé par l'ensemble des acteurs du système de santé et d'action sociale. J'ai été long, mais c'est nécessaire. Oui. J'avais oublié aussi de mentionner qu'on est dans le projet relatif à l'élaboration du Code de la santé. Et le Code de la santé, je pense qu'on a juste un petit embryon de Code de la santé qui date de 1954, qu'on a pris qu'on a pris quelque part. Et donc, on a un besoin, parce qu'on a tout un ensemble de textes juridiques. On a un arsenal juridique qui est là. Il faut juste mettre ensemble des spécialistes en santé publique avec des juristes pour bien écrire un bon code de la santé pour le Sénégal.
Je sais que mes parents sérieux ne voient plus. Il va falloir que j'arrête pour qu'on puisse aller prendre la pause. Je vous remercie et vous dis, Inch'Allah, à l'année prochaine pour une prochaine.